Bien, monsieur le secrétaire général, madame la directrice générale, madame la directrice générale adjointe, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, vient de nous présenter les principales conclusions de l'enquête réalisée à la demande de notre commission en application de l'article 58.2 de la loi organique relative aux lois de finances sur les crédits exceptionnels à la culture et aux industries créatives. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Cour est assez sévère et que le constat est alarmant. Bon, le terme est peut-être un peu fort. Il est donc particulièrement intéressant d'entendre dans un second temps ce qu'auront à dire nos invités pour cette table ronde, donc M. Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement, que nous avons reçu il y a très peu de temps. Donc, re-bienvenue, Mme Florence Filbert, directrice générale des médias et des industries culturelles, ainsi que Mme Sophie Zeller, adjointe au directeur général de la création artistique. Donc, les rapporteurs spéciaux, qui avaient d'ailleurs demandé cette enquête, vont dans un premier temps s'exprimer brièvement, et je donnerai ensuite la parole aux intervenants, puis à nos collègues pour un temps d'échange. Je rappelle que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat, et je donne maintenant la parole au rapporteur spécial, M. Vincent Eblé. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Nous avons donc, comme le président Reynal vient de le rappeler, demandé à la Cour des comptes la réalisation au titre du second alinéa de l'article 58 de la LOLF une enquête relative aux crédits dits exceptionnels. En effet, la Cour a montré dans son enquête le caractère exceptionnel non pas tant de ces crédits que de leur exécution. Les programmes d'investissement d'avenir sont généralement présentés comme des outils souples et agiles, ce qui justifie leur gestion dérogatoire et notamment le faible contrôle du Parlement exercé sur ces financements. Mais nous l'avons déjà dit, il existe plusieurs cas où les moyens mobilisés dans le cadre des PIA ou du programme France 2030 ont pu davantage combler les besoins de financement sur des projets déjà identifiés que favoriser des dispositifs réellement innovants. L'exemple typique, nous semble-t-il, à cet égard est celui des financements des travaux de restauration du château de Villers-Cotterêts et du Grand Palais par des crédits du PIA 3. Pourquoi avoir fait le choix de rattacher ces montants au PIA et non pas tout simplement à la mission culture? Je voudrais m'attarder sur un autre aspect dans le cadre du plan de relance, alors même que le ministère a pu avoir connaissance de crédits alloués à des acteurs ne remplissant pas les conditions d'attribution. Il n'existe pas de mécanisme de récupération des indus. La Cour relève 2 cas seulement où le Centre national du livre et le Centre national du cinéma ont émis des titres de recouvrement auprès de bénéficiaires d'aide du plan de relance. La Cour indique que le faible empressement tant du ministère que des opérateurs à recouvrer les crédits non consommés du plan de relance ou dont l'usage ne remplit pas les conditions initialement fixées est une source d'étonnement. Nous partageons cet étonnement, je dois bien l'avouer. Ma question s'adresse donc aux représentants du ministère de la Culture. Pouvez-vous nous préciser si le ministère dispose d'une évaluation des sommes qui auraient dû être restituées et pourquoi ne pas avoir davantage cherché à récupérer ces dites sommes? Merci. Merci. Je donne la parole à Jean-Raymond Hugonet. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, le premier président de la Cour des comptes vient de nous adresser un tableau assez sombre de la gestion des PIA, du plan de relance et de France 2030. Vous avez eu cette enquête et vos services ont vraisemblablement participé à la phase contradictoire. Je ne vais donc pas m'appesantir. Je voudrais revenir sur une expression utilisée régulièrement par la Cour et qui me semble au cœur de la réflexion que nous devons avoir. C'est celle du pilotage par la dépense. Je vais ainsi donner l'exemple de 2 appels à projets gérés respectivement par la Banque de France et par Bpifrance. La Cour souligne que les investissements n'ont parfois qu'un lien distant, pour ne pas dire inexistant,
dans certains cas avec le secteur culturel. Sur le premier appel à projet, plus d'un tiers des entreprises ayant bénéficié de financement ont d'ores et déjà fait faillite, moins de 5 ans plus tard. Sur le second, parmi les prises de participation, l'une d'elles concernait une entreprise dans le Delaware et une autre a perdu depuis la quasi-totalité de sa valeur. En outre, BPI France a également investi dans un fonds spécialisé, entre autres, dans les aliments pour chiens et chats, le foie gras de synthèse ou la fabrication robotisée de pizzas. Nous sommes loin, ici, du monde de la culture. Comment des opérateurs pourtant expérimentés peuvent-ils aboutir à un bilan si catastrophique ? Tout simplement parce que les moyens ont été décidés sans analyse préalable des besoins. Il s'agit avant tout de pouvoir mettre en avant des montants importants, souvent dans le cadre de grandes annonces présidentielles. Peu importe si l'intendance ne suit pas, c'est-à-dire si le besoin n'existe pas. Par exemple, 350 millions d'euros sont prévus dans le cadre de France 2030 pour la grande fabrique de l'image qui finance la création de grands studios de cinéma. La Cour des comptes indique que le cinéma, l'audiovisuel, l'image animée ou le numérique sont clairement privilégiés par rapport aux autres industries culturelles. Je vous ferai grâce de mentionner la musique qui m'est chère. Pouvez-vous nous le confirmer ? Comment, à l'avenir, rééquilibrer les efforts entre les différentes filières culturelles ? Comment ont été fixés les montants accordés à la filière cinéma qui, et c'est le moins qu'on puisse dire, ne manque pourtant pas d'argent public ? La Cour nous indique que la conception du programme Grande Fabrique de l'image se basait sur une analyse des besoins confiés par le Centre national du cinéma au cabinet McKinsey. Pensez-vous aujourd'hui que le dimensionnement du projet est pertinent au regard du volume de tournage en France ? Étant concerné par la plupart des dispositifs cités par la Cour, en tant que rapporteur spécial de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle, vous vous doutez bien que je pourrais continuer encore longtemps comme ça, mais je préfère m'arrêter là pour laisser la place aux différents échanges. Merci. Merci Jean-Raymond. Didier Rambaud. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, une chose est sûre, certains des éléments qui nous ont été présentés par la Cour des comptes doivent permettre d'améliorer la gestion future des plans d'investissement. Mais je note également que la Cour met en avant les effets positifs indéniables qu'ont pu avoir certains dispositifs, en particulier dans le cadre du plan de relance. Les financements apportés aux filières culturelles, pour la plupart en grande difficulté du fait de la crise sanitaire, ont permis à de nombreux acteurs de survivre. Ainsi, dans le cadre du spectacle vivant notamment, nous avons pu entendre de nombreux théâtres et opéras lors de nos propres travaux menés avec Vincent Humblé qui ont mis en avant l'apport de ces crédits. Je voudrais plus précisément revenir sur la sous-consommation qui persiste d'un certain nombre de dispositifs des PIA 1 et 3. Les crédits réellement consommés ne représentent qu'à peine moins d'un quart des crédits issus des PIA 1 activés depuis 2017. Je relève d'ailleurs que cela tend à relativiser le chiffre des 3 milliards d'euros de crédits exceptionnels. Les montants consommés seront vraisemblablement largement inférieurs. Pouvez-vous toutefois, M. Bonnel, nous indiquer la raison de cette sous-consommation ? Au-delà de la logique d'urgence et d'attribution de subventions qui concerne la majorité des montants accordés dans le cadre du plan de relance, on peut noter la création du programme Monde Nouveau, doté de 30 millions d'euros et destiné aux jeunes créateurs. Si la Cour souligne l'intérêt qu'a pu représenter le programme Monde Nouveau, elle indique que celui-ci a souffert, je cite, d'un défaut de visibilité et de médiation, se privant notamment de l'expertise des réseaux traditionnels de soutien à la création culturelle que sont les DRAC et les fonds régionaux d'art contemporain. Ma question donc s'adresse à Madame Zeller. Quel bilan dressez-vous du dispositif Monde Nouveau et que répondez-vous aux critiques de la Cour ? Qu'en est-il du deuxième volet du programme qui devrait débuter ? Je vous remercie. Merci. Je vais donc, si vous le voulez bien,
Je suis un peu hésitant. Je vais peut-être donner la parole aux collègues qui le souhaitent, de manière à ce que vous puissiez répondre à l'ensemble, si cela vous agrée. Alors, pour un premier tour, Michel Cannevet. Merci, Monsieur le Président. J'avais deux questions au secrétaire général pour l'investissement. Tout d'abord, dans le rapport de la Cour des comptes que nous venons de regarder, à la page 9, il est dit que le plan France 2030 se caractérise par une grande lourdeur des processus décisionnels et par un éparpillement de l'information qui rendent complexe un suivi rigoureux. Et ma question portait sur le fait de savoir si cela s'appliquait exclusivement aux industries culturelles et créatives, à cela, ou bien si on pouvait avoir le sentiment que cela était vrai pour l'ensemble des politiques pilotées par le SGPI. Et puis, une seconde question qui porte sur la recommandation numéro 6 de la Cour des comptes sur le rapport sur les industries culturelles et créatives, et qui dit qu'il convient de prévoir une procédure explicite de restitution ou de réallocation des crédits exceptionnels non utilisés. Qu'en est-il effectivement, puisqu'il apparaît, comme cela a été dit par les rapporteurs pour avis ou spéciaux tout à l'heure, qu'effectivement, on observe une sous-consommation des crédits qui peut-être ont fait l'objet d'affectation. Est-ce que des dispositions particulières sont prises pour pouvoir récupérer ces crédits? Est-ce qu'ils sont réaffectés à d'autres programmes ou alors est-ce qu'ils sont tout simplement supprimés? Merci, Michel. Marc Laménie, puis Christine Lavarde. Merci, Monsieur le Président, et merci à nos invités pour participer un petit peu à cette table ronde concernant ces financements exceptionnels au monde de la culture, aux industries créatives. Et puis, je m'associe aussi à nos trois rapporteurs spéciaux pour leurs interventions. Alors, moi, c'est vrai que le président de notre commission, tout à l'heure, l'a rappelé, c'est des dispositifs très compliqués et franchement, vu de l'extérieur, on a quand même du mal à s'y retrouver. Bon, c'est vrai que les plans de relance qui font suite aux périodes 2020, les confinements, et c'est vrai que, je dirais, la vie culturelle et associative au sens général a été largement impactée. Alors moi, j'aurais un peu des questions par rapport un petit peu à la position de nos invités concernant la vie associative et le bénévolat. La semaine dernière, au Sénat, on a adopté une proposition de loi concernant la vie associative, l'engagement associatif et l'engagement bénévole. Donc c'est vrai, il y a une bonne partie qui est quand même dans le cadre du volet culturel. Et c'est vrai qu'on le voit, même pour avoir quelques subsides de subventions pour les petites associations, elles galèrent réellement à constituer des dossiers de financement, alors que là, comparativement, il y a quand même des millions d'euros, voire des milliards, des millions d'euros qui sont injectés. Et puis là, quand on parle de sous-consommation au niveau des PIA, puis pour s'y retrouver dans les gros opérateurs, interlocuteurs, Caisse des dépôts, Banque des territoires, BPI France, bon, c'est vrai qu'on a réellement du mal à s'y retrouver. Puis aussi, quelle est la position aussi des DRAC qui sont, je dirais, représentants du ministère de la Culture au service, je dirais, des élus, des habitants, et des associations aussi. Donc aussi ma question générale, comment peut-on faire pour qu'il y ait plus de lisibilité et plus de simplification, parce qu'on parle tout le temps de la simplification. Mais bon, voilà, c'était un petit peu mes modestes questions. Je vous remercie. Merci Marc. Christine Lavarde.
Oui, merci Monsieur le Président. Donc précisément, nous avons entendu un rapport quand même très à charge de la Cour des comptes sur la gestion de la politique culturelle décentralisée, je vais le dire comme ça. Et donc j'aimerais savoir qui est le réel pilote des programmes d'investissement d'avenir. Est-ce le ministère de la Culture? Est-ce le SGPI? Puisque la Cour des comptes a quand même fait une critique très forte et elle a mis en avant un défaut de gouvernance stratégique. Et en m'attachant à un exemple précis, qui est celui des 150 millions d'euros qui ont été prévus dans le cadre de France 2030 pour un appel à projet sur le métaverse. Alors, est-ce qu'on peut estimer qu'il existe un vrai lien entre les industries culturelles et le métaverse? Pour avoir un petit peu travaillé sur le sujet, il me semble que c'est plutôt dans le sujet de sphère du numérique que le métaverse et les acteurs sont d'ailleurs plutôt du monde du numérique. Ensuite, et ça c'est un peu ce que disait Jean-Raymond Hugonet tout à l'heure, alors que le gouvernement fait la chasse au moindre euro, est-ce qu'on peut considérer que le métaverse est un sujet de dépenses prioritaire pour l'État? J'entends, sachant que la sphère privée est déjà très engagée sur le sujet. Et ensuite, est-ce que vous pensez que 150 millions, c'est proportionné aux capacités du marché? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a un nombre suffisant de start-up qui pourraient candidater à cet appel d'offres? Voilà. Et surtout, quels sont les objectifs que poursuit la sphère publique avec cet appel à projet? Merci, Christine. Thierry Kozik. Merci, Monsieur le Président. Je vais avoir une question assez rapide. Donc, on a eu ce matin l'audition et le rapport de la Cour des comptes qui me paraît être sans appel et particulièrement à charge. Et ma question est très simple, c'est que, notamment sur la politique culturelle, et pour rebondir sur ce que vient de dire Christine Lavarde, c'est le rapport tombe aujourd'hui, mais enfin, j'ai le sentiment quand même que ça fait des années que la Cour des comptes alerte sur cette situation. Et est-ce qu'il est prévu que il y a des, est-ce qu'on va se baser sur ce rapport pour avancer, ou est-ce qu'il y a des choses en cours pour repenser la politique culturelle et notamment l'ensemble de la dépense budgétaire? Merci. Merci, Thierry. Bien, mesdames, messieurs, on va vous donner la parole. Monsieur le secrétaire général pour l'investissement. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est vrai que nous nous retrouvons. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, on se retrouve avec un rapport qui a été fait par la troisième chambre. Moi, j'aurais préféré que vous y soyez, alors que la première chambre y soit associée, compte tenu de l'aspect interministériel de France 2030. Alors, moi, je suis là depuis 2 ans et demi. Donc, ce qui s'est passé dans les PIA 1 et 2 et 3, je peux m'en faire, évidemment, par continuité, le transmetteur. Je ne peux pas vous donner des détails et je demanderai, si vous le permettez, que sur cette question très précise, on vous réponde par écrit. Je fais référence à des dépenses qui ont été évoquées, notamment des investissements dans les aliments pour chats ou je ne sais pas quoi, sur lesquels, en tout cas, ce n'est pas de mon époque, donc je ne peux pas vous répondre directement. Ceci dit, premier commentaire, ce rapport, son titre, Crédit exceptionnel culture. Ils n'ont rien d'exceptionnel. Ce ne sont pas des crédits exceptionnels. Ce sont des crédits d'investissement qui ont été votés par le Parlement et dans le cadre de France 2030, avec un des volets spécifiques, investissement dans les industries culturelles et créatives. Donc ce ne sont pas des crédits culture, ce sont des crédits qui sont destinés à soutenir les industries culturelles et créatives. En ce qui concerne le plan de relance, je n'étais pas en charge du plan de relance. D'ailleurs, il était piloté, à ma connaissance, à l'époque par Bercy. Au sein du plan de relance, je ne voudrais pas qu'on ait collectivement la mémoire trop courte. Et il semblerait que là-dessus, il y a eu une espèce de voile pudique qui a été lancé sur l'état catastrophique qu'avait la culture au moment du Covid. Nous avons eu des alertes terribles de gens qui ne mangeaient plus, de gens qui n'avaient plus les moyens de pouvoir faire leur métier, leur métier du spectacle. Et là, il y a eu effectivement une urgence. Et moi, je reconnais certainement que dans l'urgence, j'ai été chef d'entreprise pendant 40 ans, j'ai fait des bêtises dans l'urgence. Et je peux dire ici que certainement, on va trouver des tonnes de manquements. Mais moi, c'est le bénéfice contre ces erreurs
que je vous demande d'interroger aujourd'hui. À savoir que, est-ce qu'il ne fallait rien faire au nom de contrôler tout, ou est-ce qu'il fallait réagir à des centaines de milliers de personnes qui étaient dans le désespoir le plus connu? Je ferme le chapitre sur le plan d'urgence, je n'y étais pas. C'est un commentaire de citoyen que je vous fais aujourd'hui en disant, moi, j'ai pas la mémoire courte, je sais où on en était dans le Covid, j'étais député à l'époque, je peux vous dire que dans ma circonscription, dans les territoires, les gens nous bénissaient de faire de l'urgence. Et ça, c'était quelque chose que je voudrais rappeler. Maintenant, on va revenir à France 2030. Sur France 2030, je vous l'ai dit, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit. Clairement, ce rapport est à charge. Il est à charge et en plus, il est inexact. Donc je vais vous expliquer ce en quoi il est inexact. J'y mettrai toutes les nuances de forme, mais quand je vois que ce travail qui est fait avec de l'attention, avec de l'énergie, est qualifié finalement de imprécis, vague, et on se pose des questions, en tout cas, je laisserai Madame Filbert s'exprimer au nom du ministère de la Culture, ce que je veux vous dire, c'est depuis le premier jour où j'ai pris mes fonctions, et notamment dans le domaine culturel, j'ai travaillé main dans la main avec le ministère de la Culture. Ils ont été associés à toutes les stratégies, à toutes les décisions. Ils président le comité de pilotage opérationnel qui vise aux allocations des budgets. Donc dire qu'il n'est pas impliqué dans les décisions qui sont des décisions d'investissement aux industries culturelles et créatives est pour le moins inexact. Ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est qu'est-ce que viennent faire les ICC dans un plan d'innovation? C'est une vraie question. Et d'ailleurs, votre question, madame, sur les métavers, la rejoint. La question, c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'on donne des moyens technologiques nouveaux à l'expression artistique? Moi, je suis convaincu, et je vous l'ai d'ailleurs déjà dit, je crois, la dernière fois, que l'artiste précède l'innovateur. L'artiste voit plus loin que l'innovateur. Donc il est très important qu'on donne des moyens technologiques avancés aux artistes. Si nous étions en 1840, dans cette même assemblée, je vous encouragerais à soutenir la photographie. Parce qu'à l'époque, on n'avait que la peinture pour représenter le monde. Aujourd'hui, je vous encourage à soutenir le numérique, à soutenir le métavers, à soutenir l'intelligence artificielle, parce que de là vont émerger des nouveaux éléments culturels fondamentaux, et ça fait partie du rayonnement de notre pays. Pour cela, nous avons besoin d'infrastructures. Mais pas d'infrastructures stériles. Et j'ai toujours dit, pour ceux que vous m'avez déjà entendu dire, la limite de France 2030, c'est de ne pas financer des infrastructures comme, par exemple, des routes ou des bâtiments qui sont sans vocation à l'innovation. Mais des infrastructures comme, par exemple, les studios de cinéma que nous finançons à Martigues, grâce à la Grande Fabrique de l'Image. Ce sont des studios de cinéma qui sont très modernes, avec des formats LED, c'est-à-dire des grands écrans de télévision autour des acteurs, qui permettent de produire à coût diminué des séries françaises, des films français, de continuer à faire de l'influence internationale grâce à ces moyens. Si nous n'avons plus ces moyens, pour ceux qui s'en rappellent, parce que moi je suis un fan de cinéma italien des années 60, regardez quand Cinecittà est tombé, ben c'est parce que les moyens de l'époque mis sur les studios n'étaient plus là, ils étaient ailleurs. Et du coup, il y a eu un transfert du cinéma, et en l'occurrence, pour le cinéma italien, une grande période de disette. C'est ce qu'on veut éviter. Donc la Grande Fabrique de l'Image, vous me parlez des besoins, monsieur Gonnet. Moi, je ne sais pas faire. Et s'il y a quelqu'un sur la planète qui sait faire la résolution de la poule et l'œuf, je veux bien l'inviter. Mais l'objectif, c'est de dire quoi? C'est de dire on ne subventionne pas des productions audiovisuelles, donc le cinéma n'est pas en question. C'est des infrastructures qui permettent d'exprimer le mieux possible le cinéma. Et je vais revenir sur la musique, parce que je crois que là aussi, votre information n'est pas complète. Mais je vais y revenir. Donc sur le cinéma, nous donnons aujourd'hui aux artistes des moyens importants, je le reconnais, mais je voudrais vous préciser, parce que vous devez l'entendre, c'est un point très important, c'est le phénomène de l'effet de levier. Aujourd'hui, sur 125 millions de subventions sur la Grande Fabrique de l'Image à date, parce que vous savez, le processus est en route, c'est-à-dire que la sélection a été faite, maintenant on constitue les dossiers. Eh bien, c'est plus de 1,1 milliard d'euros de compléments privés qui vient s'associer à ces subventions. C'est un effet de levier de x8. Pour 1 euro public, il y a 8 euros privés. Je trouve que c'est effectivement rentrer dans une logique saine de l'État que de le faire.
parce que nous dérisquons, parce que nous encourageons, parce que nous créons dans les territoires. Je voudrais aussi rappeler, c'était en interligne du rapport, plus de 50% des crédits France 2030 à date sont dans les territoires hors Île-de-France, alors que l'Île-de-France représente plus que 50% des sociétés qui travaillent dans les industries culturelles et créatives aujourd'hui. Donc effectivement, si vous me sentez un petit peu comme ça sur la défensive, c'est pour vous dire non, il ne faut pas faire croire que nous sommes en train de faire de la gabegie de l'argent public dans le domaine des industries culturelles et créatives. Nous avons une logique, nous avons des stratégies, elles sont exprimées, elles sont publiques, elles sont sur le site du gouvernement. J'ai aussi lu dans le rapport qu'elles n'étaient pas exprimées. Je vous invite à aller sur les sites du gouvernement et de lire les stratégies ICC, elles y sont. Nous avons effectivement un document que vous connaissez tous, celui qu'on appelle le jaune, qui est effectivement un rapport qui est communiqué à tout le Parlement. Et à la page 70 de ce jaune, tout est consacré aux cultures dans le détail. Donc les reporting est bien là, et il est exprimé. Nous avons un reporting permanent auprès d'un CSIA, le comité de surveillance des investissements d'avenir, composé notamment de 8 parlementaires, 4 sénateurs et 4 parlementaires, et 4 députés. Ce CSIA, donc, nous lui reportons l'information. Et nous avons à côté de ça des personnalités qualifiées pour le faire. Donc je ne pense pas que je puisse accepter l'idée que ceci n'est pas sous contrôle. Ça, c'était vraiment un point sur lequel que je voulais faire devant vous, en toute responsabilité. Et moi, je suis prêt à accepter que nous fassions des erreurs. Je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à accepter qu'il peut y avoir des ratés. Je suis prêt à l'accepter. Mais je ne suis pas prêt à accepter le fait que nous ne soyons pas précis dans le suivi. Pour la notion maintenant de risque qui a été évoquée à travers la question sur le métavers. Est-ce que c'est le moment? Je vous pose la question. L'IA générative a atterri dans notre société il y a 1 an et demi, après la définition de France 2030. Vous voyez aujourd'hui la révolution que représente cette technologie dans les domaines de l'écriture, dans les domaines de la musique, et très vite dans les domaines de l'image, animée ou la photographie. Enfin, je veux dire, la création d'images fixes. Je ne pilote pas le progrès. Je dis que si nous décrochons, par contre, sur ces technologies-là, nous risquons. Alors, pour vous rassurer, ce ne sont pas 150 millions qui ont été mis dans le métavers. Nous avons déclenché une première tranche de 50 millions, justement parce que nous ne savons pas si sur le territoire, nous avons la ressource pour alimenter, en tout cas pour la ressource à alimenter à cette hauteur-là. Si nous ne l'avons pas, nous ferons exactement ce que la Cour conseille. Nous allons réallouer les budgets. Et nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait. Dans le cadre de France 2030. Dans le cadre de ce qui a été voté par le Parlement. Pas en les restituant à un ministère spécifique. C'est-à-dire que nous retravaillerons avec le ministère de la Culture en disant, bon, notamment sur un sujet important, l'IA. L'IA n'est pas aujourd'hui dans notre plan sur les ICC. Certainement, nous allons devoir en parler. Mais c'est nouveau. C'est un élément qui est nouveau dans ces technologies. Et en parlant de cette restitution budgétaire, comment est-ce qu'elle est menée? Le plan France 2030, je vous précise toujours, a commencé sous mon autorité il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Je suis arrivé en février 2021. Donner 18 mois au projet que nous finançons me paraissait un temps légitime pour faire ce que j'appelle le suivi. Donc nous avons lancé une procédure de suivi de tous les dossiers France 2030, évidemment en accord avec nos opérateurs, à qui nous leur confions cette mission de suivi. Cette mission de suivi, elle a 2 objectifs. Petit 1, voir si les engagements pris par les bénéficiaires du plan sont tenus en termes de financement complémentaire, en termes d'avancée des projets, etc., etc. Deuxième objectif, voir si on est toujours dans la même dynamique et s'ils ont fait évoluer effectivement leur projet dans le cadre de ce que nous avons dit. Je vous rappelle que notre plan, globalement, veille à la décarbonation de notre quotidien, décarbonation du quotidien, très important, et à respecter des valeurs sociétales en ce qui concerne nos projets. Au passage, je réponds à la question sur les ESS. Nous aidons énormément d'associations. Et nous les aidons même sur l'ingénierie, dans certains cas, au travers du plan France 2030 régionalisé, auquel elles ont droit et qui sont sous l'autorité des territoires, c'est-à-dire des préfectures de région et des présidences de région.
Et nous les aidons, je tiens à vous rassurer là-dessus. Alors ce que nous ne faisons pas, par contre, nous ne faisons pas du crédit de fonctionnement. Ça, c'est vrai. Donc quand les associations viennent nous voir en disant « moi, j'aimerais bien embaucher quelqu'un », ça, on lui répond « désolé, ce n'est pas le bon guichet ». Mais si vous avez un projet d'innovation, que vous soyez une association, du spectacle vivant, par exemple, qui veut faire un projet d'un spectacle vivant innovant, vous avez le droit de candidater à l'appel à projet sur le spectacle vivant qui est maintenant terminé, mais vous auriez eu le droit à ce moment-là. Sur ce suivi, comment est-ce qu'il se fait? Eh bien, par un dialogue permanent avec nos opérateurs et nous. Et en fonction de ce suivi, nous décidons, et nous pouvons aller jusqu'à décider de l'arrêt du soutien financier aux bénéficiaires. Alors, c'est arrivé dans d'autres domaines que la culture, mais il n'y a aucune raison que les ICC ne soient pas traités comme les autres. Et c'est bien ça que j'ai essayé de vous dire. Quand j'ai écouté la stratégie d'innovation d'un pays qui a quand même démontré sa capacité incroyable d'innovation, qui était la Corée. La Corée intègre ses industries culturelles et créatives comme un élément fondamental de leur rayonnement international pour vendre d'autres technologies. Je suis persuadé, mais je vous dis ça avec la plus profonde des convictions, que penser un plan qui se limiterait à la technologie, qui se limiterait à la technicité, sans intégrer la dimension culturelle unique de notre pays, serait une erreur gravissime. Nous nous anglo-saxoniserons, si je peux dire. C'est-à-dire, si c'est juste pour faire de la technologie, pour faire du profit, pour ne pas exprimer nos nuances, pour ne pas exprimer notre éthique, pour ne pas exprimer notre différence, nous ferions une erreur. Donc, associer les ICC à nos réflexions sur le numérique, à nos réflexions sur la réindustrialisation, à nos manières de repenser un certain nombre de process, est absolument fondamental. C'est pour ça que dans ce grand plan qu'est France 2030 de 54 milliards, il y a la place pour les ICC. Je tiens vraiment à le souligner et à le dire. Je vais laisser la parole à Madame Filbert, mais encore deux commentaires importants. Dans le rapport de la Cour des comptes, deux remarques. La première, les délais, est-ce qu'ils sont fastidieux? Et vous d'ailleurs reposez, merci, la question. Nous avons réduit ces délais à 6 à 8 mois. Moi, je considère que quand on donne de l'argent public, avec une volonté d'équilibre et d'expertise, comme nous le faisons avec des jurys indépendants, la durée de 6 à 8 mois n'est pas ridicule. Elle est même plutôt sage. Parce que nous pouvons, encore une fois, on ne peut pas d'un côté me dire vous travaillez dans l'urgence, de l'autre côté me dire vous avez des délais trop longs. Donc nous avons trouvé cet équilibre. C'est un équilibre qui est à peu près dans tous les domaines que nous opérons sur France 2030. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de distinguo. Donc sur les délais et la simplification, nous avons vraiment travaillé. C'était à peu près le double avant que je sois là. C'était à peu près le double, pour donner quand même l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que, en tout cas, si on est en début d'année, ça peut tomber sur l'année annuelle pour un bénéficiaire, ce qui est pas mal. Sur une autre remarque a été faite sur les continuums de financement dans le rapport de la Cour des comptes, et je me suis obligé de le souligner également. Nous avons effectivement un arsenal d'intervention dans le cadre de France 2030. On peut faire de la subvention, on peut faire de l'avance remboursable, on peut faire du fonds propre, on peut faire du prêt. Moi, je crois que la totalité de cet arsenal doit être mis dans l'intelligence de chaque dossier. Et ça, parce qu'on a posé la question de qui pilote le bateau. Le bateau est clairement piloté. Le ministère, mais en liaison interministérielle avec nous, est bien en charge des stratégies. Nous sommes en charge de l'exécution, et notamment de l'exécution financière, pour faire attention à comment nous gérons cet argent public. Donc, dans ce continuum de financement, nous utilisons tout l'arsenal qui est à notre disposition. Donc, en synthèse, ce que je voudrais vous dire, c'est que, 1, c'est sous contrôle. Donc, je refuse de lire que ce n'est pas sous contrôle. Et je serai prêt à recommencer autant de fois qu'il faut la démonstration que c'est sous contrôle. 2, ça fait partie de l'interministérialité, c'est sous l'autorité du Premier ministre, puisque c'est lui qui signe concrètement les engagements supérieurs à 15 millions d'euros, que nous recommandons évidemment de faire, mais c'est piloté par un CPMO, par un comité ministériel qui est présidé par le ministère de la Culture, en ce qui concerne les ICC, mais dans lesquels il y a d'autres ministères.
Par exemple, il y a le ministère des Affaires étrangères, parce que les ICC font partie du rayonnement de la France. Je vous ai économisé le discours sur les ICC, mais ce sont les industries qui ont la plus forte croissance aujourd'hui. Elles représentent autant sur le PIB que l'agroalimentaire dans notre pays. Donc évidemment, il ne faut pas juste les regarder sous un angle cultureux, mais il faut les regarder sous un angle industrie culturelle, c'est-à-dire génératrice d'énergie, avec le talent de nos artistes, avec le talent de nos créateurs. Je crois que c'est très important. Et si on revient à l'essence de ce qu'est France 2030, voté par le Parlement sur une durée longue, moi je me rappelle du rapport Rocard-Juppé, qui a été l'initiative des plans d'investissement d'avenir, et il parlait de la tyrannie du court terme. S'il vous plaît, je pense sincèrement que nous avons réussi, depuis l'origine des PIA, j'en suis que l'héritier, nous avons réussi justement à nous affranchir de ça. Et ça nous permet de nous projeter loin. Donc attention au danger de revenir sur la tyrannie du court terme, au nom de choses qui sont tout à fait légitimes et que je soutiens, mais il faut faire. Il y a des réformes à faire dans le pays, il y a des précautions à faire sur l'argent à dépenser inutilement, à régler, mais sur l'investissement d'avenir, et notamment dans le domaine où on doit rayonner, qui est le domaine de la culture française, je pense que je serai jusqu'au bout un grand défenseur du plan tel qu'il est organisé aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire, et bien évidemment, je répondrai à des questions si j'en ai oublié. Si j'ai oublié la musique, pardon. Sur la musique, notamment dans le domaine immersif, nous avons des dossiers qui sont en préparation, qui sont en présentation, et sur lesquels on va avoir... on soutiendra la musique sans aucun problème. Alors sur le livre, parce que j'ai aussi lu ça dans le rapport, le livre ou la presse, la vraie question, c'est où est l'innovation? Moi, je la pose simplement. Moi, si on nous présente des projets d'innovation dans le livre et la presse, on les prendra. Mais où est l'innovation? C'est pas une critique, c'est pas une provocation. C'est s'il y a des idées que le privé n'a pas mises en route, sur lequel le dérisquage de l'État, l'argent de l'État est nécessaire pour oser innovation dans ces domaines-là, nous serons les premiers à la soutenir. Aujourd'hui, force est de constater au bout de 2 ans que nous n'avons pas eu de dossier présenté par aucun des groupes de médias, par aucun éditeur, en innovation dans ces domaines-là. Or, l'essence de France 2030, c'est l'État se met à votre disposition dans des stratégies expliquées, à vous les entreprises, à vous les associations, à vous les consortiums, de venir nous proposer des dossiers. Si j'ai pas de dossier, en musique j'en ai, en presse et en livre à date, je n'en ai pas. Mais on les accueillera avec grand plaisir. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous poursuivons avec madame la directrice générale, madame Philbert. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs. Bruno Bonnel a déjà dit beaucoup de choses. Je vais essayer de compléter ces propos peut-être pour revenir sur le passé et vous expliquer un peu comment le ministère de la Culture a pensé la stratégie en faveur des industries culturelles et créatives, puisque là, on n'est pas sur la politique culturelle classique du ministère, hein, qui sont... sur lesquels les DRAC, les opérateurs et les directions du ministère interviennent en direct. On est au croisement, en fait, entre la politique culturelle et la politique industrielle, et on est aussi au croisement entre des financements publics et des financements privés. Et donc ça, c'est, je crois, un peu le fondement de cette politique en faveur des industries culturelles et de cette stratégie que nous avons pensée. Cette stratégie, elle a été pensée en 4 étapes. Je remonte un peu, pardonnez-moi de cet historique, mais au constat qui est fait à partir des années 2016 et 2017, un constat qui est fait en lien avec la Commission européenne lorsqu'elle prépare son programme Europe créative de 2021 à 2027, où elle pointe, comme nos banques publiques, une difficulté d'accès au financement des acteurs culturels. Pourquoi? Et je pense que c'est important de s'arrêter sur le sujet, ce qui explique beaucoup ensuite la manière dont sont pensées ces politiques en faveur des industries culturelles. C'est qu'on n'est pas on ne se situe pas dans des industries classiques. On est sur des économies de prototype
Autrement dit, on ne fabrique pas un produit à la chaîne, on fabrique une œuvre. Une œuvre, et on ne la fabrique pas de manière régulière. Donc, on a un actif immatériel qui n'est pas produit à la chaîne et dont la gestion est plus compliquée qu'une industrie classique. Et cela se traduit par des bilans et des comptes de résultats de ces entreprises culturelles qui sont plus difficilement lisibles pour les financeurs privés. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que les réseaux bancaires, les fonds d'investissement traditionnels sont moins accessibles aux industries culturelles qu'aux autres industries, que la contribution des crédits bancaires au secteur culturel est moindre que pour l'ensemble de l'économie et qu'on constate, par voie de conséquence, une faible structuration capitalistique des entreprises d'industrie culturelle et en particulier une faiblesse de leurs fonds propres qui les empêche de se développer comme une entreprise classique. Voilà pourquoi, à partir de 2017, la France, dans la lignée de ce que fait l'Union européenne, pense une stratégie en faveur des industries culturelles. Elle le pense avec ses outils, donc évidemment le SGPI, la Caisse des dépôts, BPI France, l'IFSIC, et dans une logique de continuum de financement, c'est-à-dire, comme Bruno Bonnell l'a dit, au-delà des financements par subvention qui sont assurés par le ministère de la Culture, comment on arrive à faire levier sur des fonds propres privés, comment on arrive à ce que ces entreprises obtiennent des prêts et des garanties de prêts pour financer leur développement, et comment on arrive à créer cet effet levier et comment la puissance publique arrive à faire que ces acteurs puissent être financés par le secteur privé. C'est tout l'enjeu de ces programmes d'investissement d'avenir, qu'ils soient le 1, le 3, le 4 ou France 2030. C'est vraiment la même logique. Et donc, c'est cette première étape où on arrive en 2019 au lancement, une annonce du président de la République en mai 2019 sur la création de fonds Tech and Touch de BPI France, le fonds Innov de l'IFSIC et des fonds aussi à la Caisse des dépôts pour essayer d'accompagner ces acteurs privés. La deuxième étape, ce sont les états généraux des industries culturelles qui sont lancés en 2019 pour, au-delà de ces questions de financement, structurer une politique de filière en faveur des ICC. Et donc là, la logique, c'est de construire un diagnostic partagé sur les besoins, c'est de dépasser les silos que sont la musique, l'audiovisuel, le livre, la presse, le spectacle vivant, le patrimoine, mais d'essayer d'identifier les enjeux prioritaires qui sont communs à l'ensemble de ces industries culturelles. Pour ces états généraux, 700 personnes ont été consultées en audition individuelle, en atelier collectif, en consultation publique. Et cette démarche a été initiée à Saint-Ouen en novembre 2019 par 3 ministres du gouvernement de l'époque, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la Culture. Donc, ce qui vous montre la dimension interministérielle du sujet, la volonté de faire rayonner ces entreprises à l'international. Et au cours de ces travaux, des axes d'intervention se détachent. Et donc, les objectifs de financement de ces industries culturelles se retrouvent dans cette stratégie avec des besoins qui se confirment sur la structuration des entreprises, avec un besoin de structurer financièrement les entreprises, je viens d'en parler, mais aussi des besoins de formation, de professionnalisation, des besoins d'accompagnement de la stratégie écologique et numérique de ces entreprises, le développement à l'export et le développement dans les territoires. Donc ce sont les axes de notre stratégie en faveur des ICC et cette mise en place de la politique de filière à compter de cette date. Et la logique, elle reste toujours la même, c'est ne pas se substituer aux investisseurs privés, accompagner les entreprises les plus innovantes et essayer, dans cette logique partenariale publique-privée, d'accompagner les entreprises pour provoquer des effets de levier et positionner l'État là où les risques sont les plus grands et où la rentabilité n'est pas encore établie.
Et donc je fais une petite parenthèse pour vous dire que cette politique est très risquée, et Bruno Bonnell l'a dit, et c'est pour ça qu'il me semble que c'est vraiment le rôle de la puissance publique que de prendre ces risques et d'avoir des taux de sinistralité qui sont évidemment bien supérieurs à ce qui pourrait se passer dans une entreprise privée, une banque privée ou pour des fonds privés. Donc les taux de sinistralité de l'État et de ses opérateurs sont plus importants, mais c'est inhérent au rôle de l'État dans cette politique. Troisième temps, donc on poursuit notre réflexion en construisant un programme d'investissement d'avenir numéro 4 qui essaie de retracer ces grandes orientations définies par ces états généraux des industries culturelles. Et c'est vrai que la crise sanitaire arrive. Donc on est en 2020, on est dans ce contexte de la crise sanitaire, et le constat qui a été fait est confirmé, et même par les bouleversements qui s'opèrent, par les modifications des usages, confirmé, et il doit être accéléré. Donc c'est pour ça que dans le plan de relance, nous avons cette brique pour les investissements d'avenir, 400 millions d'euros affectés aux industries culturelles. Donc cette stratégie, Bruno Bonnell l'a dit, est claire, est affichée. Et les objectifs restent les mêmes: continuum de financement, effet levier, logique d'investisseurs avisés et travail d'investisseurs publics. Et donc c'est en ça, je réponds à votre question, que le ministère de la Culture a besoin de ses partenaires investisseurs pour agir, puisque le ministère n'est pas outillé pour agir comme un investisseur avisé. Il faut bien qu'on ait des banques publiques spécialisées dans ces sujets, qui sont capables de faire toutes les diligences réglementaires, bancaires et financières pour pouvoir agir avec nous. Et donc on se situe dans cette logique où on va accompagner les entreprises, privées en général, même s'il arrive de temps en temps d'accompagner des opérateurs publics, sur des logiques d'investissement de moyen terme. Donc un investissement, et c'est en ça qu'on n'est pas dans une logique d'annualité budgétaire, on raisonne sur la pluriannualité, et donc avec des projets qui vont s'étaler de 2 ans à 5 ans. Il y a des diligences qui sont longues, mais derrière, il y a une stratégie d'investissement qui s'étale évidemment dans la durée. Et donc cette logique d'avoir des crédits sur des programmes ad hoc, qui ne sont pas les programmes classiques du ministère, elle n'est pas propre aux industries culturelles et créatives, elle est interministérielle, et elle répond à ce besoin de différenciation entre la logique de long terme et d'investissement, donc pilotée en interministériel, et la logique d'annualité budgétaire que vous connaissez sur chaque politique publique. Et enfin, dernier temps de notre raisonnement qui consacre un peu cette stratégie en faveur des industries culturelles, c'est le lancement de France 2030 en octobre 2021. Et donc, c'est une accélération, très clairement, du soutien grâce à 600 millions d'euros de crédits nouveaux. Et pour lancer cette nouvelle, en tout cas ce nouveau bloc culturel dans France 2030, on a évidemment affiné nos besoins dans ce dialogue constant que nous avons avec donc évidemment BPI France et la Caisse des dépôts, mais aussi avec l'ensemble des secteurs professionnels, avec la Commission européenne pour comparer aussi ce qui se fait dans les autres pays européens. À ce même moment, l'Angleterre annonce la construction et le désinvestissement massif dans leur studio de cinéma. Donc ce lancement de France 2030 se base sur 2 réflexions. D'abord une étude du CNC, vous l'avez dit monsieur le sénateur Hugonet, une étude du CNC sur les capacités de production françaises en studio et en formation, et sur le volet immersif, où nous avons complété notre réflexion par le lancement d'un rapport sur le développement des métavers qui avait été commandé par le gouvernement, où nous avons spécifiquement un volant de réflexion sur les applications dans le secteur culturel. Donc c'est dans la musique, le spectacle vivant, le cinéma, voilà. On pourrait développer, mais je vais essayer d'être brève. Donc tout ça pour dire qu'il nous semble quand même que les grandes lignes de notre conception de la stratégie en faveur des ICC, elles ont toujours été assez claires, elles n'ont pas cessé de s'affiner.
de se préciser. Tous les documents sont publics. Alors après, on peut détailler. Et dans les réunions que nous avons, d'ailleurs, avec les DRAC également, avec les autres administrations centrales du ministère, pour essayer d'adapter notre stratégie aux besoins de ces secteurs et de ces entreprises, elle est évolutive, en fait, cette stratégie, et elle s'adapte à l'évolution des acteurs internationaux, du numérique, de l'intelligence artificielle. Et elle est évolutive parce qu'on a besoin de se positionner pour faire rayonner nos industries culturelles dans ce contexte général de concurrence très fortement accrue. Voilà, donc pour vous dire que le rôle du ministère de la Culture dans ce cadre, c'est vraiment de penser la stratégie, c'est de rédiger les appels à projets. On le fait évidemment en lien avec les équipes de Bruno Bonnel, et d'organiser le dialogue et la concertation pour piloter cette stratégie. Ensuite, ce ne sont pas les 5 personnes de la DGMIC qui sont en charge de ce dossier qui vont traiter, examiner le dossier, faire les diligences anti-blanchiment, regarder toutes les questions juridiques qui se posent. Là, ce sont bien les opérateurs banques publiques qui mettent en œuvre la stratégie ICC et ses appels à projets en examinant la robustesse des dossiers qui sont présentés, qui font ce travail. Le ministère de la Culture n'est pas outillé pour faire ce travail, qui est un travail de banquier en réalité, y compris si on fait le choix d'un outil plus subventionnel. Ce sont des investissements qui sont massifs, et donc on a besoin de faire des diligences fortes, qui sont les mêmes que les diligences que font les banques pour accorder un dossier de prêt, un dossier de garantie de prêt ou un dossier d'investissement en fonds propres. Peut-être pour terminer, vous dire un peu le bilan qu'on fait à date avec Bruno Bonnel, c'est que on a, sur cette stratégie ICC, reçu plus de 1300 candidatures, énormément de candidats à chaque dispositif. Alors je ne sais pas si ça démontre le succès et la justesse des appels à projets par rapport aux besoins, mais voilà, c'est important de le noter. 500 projets lauréats à ce stade. Bruno Bonnel l'a dit, des initiatives partout dans tous les territoires, puisqu'on a des lauréats dans 16 régions et 4 dans les 4 territoires ultramarins également. Donc c'est une attention particulière qu'on a sur les territoires ultramarins pour avoir des lauréats partout. Et 50% des lauréats sont situés hors de l'Île-de-France, alors même que les entreprises, les industries culturelles ont tendance à se concentrer en Île-de-France. Donc on a une attention particulière à ce sujet. Des taux de subvention moyens de 850 000 € qui sont en croissance. Donc c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de saupoudrage, qui est quand même une critique récurrente de la Cour des comptes. L'idée, c'est quand même bien, par ces investissements interministériels, de structurer une profession. Donc ça vient compléter les politiques sectorielles, subventionnelles, subventionnement de fonctionnement, etc., des entreprises ou des plus petites structures ou associations ou opérateurs du ministère non rentables. Il me semble qu'on est quand même sur 2 logiques qui sont très différentes. La politique culturelle traditionnelle du ministère et là la politique d'investissement dans des industries. Et je me permets d'insister là-dessus. On est sur une logique qui mixte la politique industrielle et structurelle. Merci beaucoup. Je pourrais compléter ensuite. Très bien, je vais donner la parole à Mme Zeller, mais juste avant, pour être bien au clair, comme dans les recommandations de la Cour, il y a une recommandation qui vous concerne directement, accorder dès à présent un rôle central au ministère de la Culture dans les processus décisionnels d'affectation des crédits de France 2030. Je lis. Votre réaction en 3 mots? Vous êtes déjà au centre. On a essayé de vous l'expliquer à 2 voix, Monsieur le Président. En réalité, cette politique, elle ne peut pas être centrée sur le ministère de la Culture. Elle est partenariale. Elle est partenariale avec le ministère qui pense la conception et qui définit la stratégie. Et non, ensuite, okay. Non, je vous demande simplement une réponse en oui ou non. Donc, plutôt non. D'accord. Enfin, plutôt
c'est déjà fait. Ou c'est pas, En fait, c'est pas la question. On est un peu à côté de la question, si je peux me permettre. Voilà. Madame Zeller. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je répondrai plus particulièrement à la question de Monsieur Rambaud sur Monde Nouveau, qui concerne en effet la Direction générale de la création artistique. Monde Nouveau, ça a été un dispositif très important, 30 millions d'euros, qui, comme le rappelait Monsieur Bonnel, avait vocation à faire face à la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvaient les artistes pendant la crise sanitaire. Et c'est un dispositif qui a été particulièrement adapté aux plasticiens, dont on rappelle qu'ils ne sont pas salariés et qui donc ne pouvaient pas bénéficier des autres dispositifs qui étaient mis en place. Et on pense bien entendu à l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Les plasticiens, eux, ont pu bénéficier, notamment, et pas que eux, c'était très ouvert, à ce dispositif qui se distinguait de ce qui est pratiqué habituellement en termes de commande publique par deux aspects. La très grande liberté laissée à l'artiste, on ne commandait pas une œuvre spécifique, on lui laissait définir son projet, première chose. Et deuxièmement, et j'y reviendrai tout à l'heure, l'artiste demeure propriétaire de son œuvre, ce qui était une façon de le soutenir tout particulièrement. Alors, quel bilan on fait? La Cour pointe dans son rapport le très grand élan créateur que cela a suscité. Et en effet, 3200 projets déposés, 264 projets soutenus, portés par 430 artistes. C'est très massif, cet effet-là. Et une rémunération qui a été versée aux artistes d'un peu moins de 6 millions d'euros très directement. Ça, c'est la rémunération par le biais des bourses ou par le biais de la rémunération pendant la phase de production des œuvres, auquel il faudra ajouter, et c'est le bilan qu'on doit continuer à établir, on doit ajouter toutes les retombées qu'il y aura pour ces artistes en matière de vente de ces œuvres ou de présentation de ces œuvres ou de droits d'auteur qui découlent éventuellement de publication ou de réalisation. Donc ça a été vraiment un soutien massif selon des voies qui étaient assez différentes de ce qu'on pratiquait habituellement. Vous avez pointé ou relevé ce que pointe la Cour en matière de manque de visibilité. On en convient. Voilà. On avait une difficulté pour cette visibilité, c'est que ces 264 projets, ils n'ont pas été réalisés tous en même temps. Chacun avait sa temporalité de réalisation, ce qui fait qu'ils n'ont pas été livrés tous en même temps. Et que si la presse quotidienne régionale notamment a beaucoup relayé l'installation de ces œuvres, qu'on avait particulièrement pensé en lien avec le Centre des Monuments Nationaux et le Conservatoire du Littoral pour leur donner, on va dire, une capacité à être vue par un public large et pas uniquement le public qui fréquente les institutions culturelles. Il est vrai que ce pointillisme, en fait, dans l'ensemble des projets qui étaient répartis sur l'ensemble des territoires, et c'était ce qu'on souhaitait, a pu complexifier les opérations de communication. C'est pour ça qu'on a quand même mis en place, en avril 2023, une présentation de l'ensemble des projets à l'École nationale des beaux-arts pour essayer de redonner un peu de visibilité à ce programme global. Mais il n'empêche que ces œuvres ont été beaucoup vues sur les territoires et c'est important. Pour ce qui est de l'avenir, donc on est en train d'établir le bilan, comme je le disais. Nous avons l'intention de lancer un nouvel appel à projet, mais pas avant la fin de l'année 2024, ce qui nous laisse un peu de temps pour poser les choses, finir ce bilan. Et surtout, ça a été un des points évoqués, et là aussi on en convient, de faire un lien plus étroit entre les FRAC, les centres d'art sur le territoire, et l'ensemble de l'écosystème. On n'est plus dans une phase d'urgence qui a été mentionnée tout à l'heure et qui demandait qu'on aille très vite dans le lancement du projet. On a un peu plus de temps pour poser les choses et nouer des partenariats plus horizontaux avec les structures culturelles du territoire. Et c'est ce qu'on s'attache à faire pour le prochain appel à manifestation, mais pas avant la fin de l'année 2024. Merci. Merci, madame. Messieurs les rapporteurs spéciaux, est-ce que vous souhaitez peut-être en conclusion apporter quelques éléments ? Sachant qu'il y a des questions qui sont... Excusez-moi. Il y a quelques sujets qui n'ont pas été traités, mais puisqu'ils relevaient plus du PIA ancien, donc on n'y revient pas.
sur la politique patrimoniale notamment, des choses qui ne sont pas directement de votre... Très bien. Et donc, par contre, sur lequel nous attendons une réponse écrite, malgré tout. Ne croyez pas que vous serez déchargé de... Très bien. Merci, messieurs les rapporteurs spéciaux, dans l'ordre que vous souhaitez. Donc juste, voilà, dans mon intervention, j'ai interpellé Bruno Bonnel sur les raisons de cette sous-consommation. Voilà. Et donc, qui faisait dire que finalement, le chiffre de 3 milliards d'euros de crédit exceptionnel n'avait pas été atteint, quoi. Est-ce qu'il y a un autre manque avant de faire des conclusions plus... D'accord. Donc peut-être une réponse... Alors, sur les raisons de la sous-consommation, elles sont multiples. J'ai dit, c'est un appel au peuple. Hein. La réalité de ces appels à projets, par définition, appel à projet, c'est qu'il faut, quand on définit un budget, on l'a fait la remarque sur le métavers tout à l'heure, on attend de voir si c'est effectivement, il y a une appétence, il y a une appétence dans l'excellence, je précise, parce que des gens, pour venir chercher de l'argent public, on en trouve toujours. Par contre, les critères de filtrage sont importants. La deuxième raison, qui pourrait expliquer, une lecture des engagements, ou en tout cas des décaissements par rapport aux engagements qui soient divergentes, c'est que les projets sont pluriannuels. Et donc, il faudrait qu'on regarde, et je ferai une réponse écrite à ce sujet-là, voir si effectivement il n'y a pas une partie de ces sous-consommations qui ne sont pas simplement des décalages. Et donc, en arrêt sur image, on peut avoir de la sous-conso, mais si on étale sur plusieurs années, on peut avoir peut-être beaucoup plus d'engagement que ça. Mais ça, je vais demander à mes équipes de vous faire une réponse plus formelle. Je profite d'avoir la parole une seconde pour une information importante que je veux porter à votre connaissance. Le rapport ne souligne pas un élément fondamental de cette stratégie. Mais c'est normal qu'il ne la souligne pas parce que ce ne sont pas sur les crédits des ICC, c'est sur un autre crédit que vous connaissez, je vous l'avais présenté, qui est compétences et métiers d'avenir. Nous avons, dans le cadre de compétences et métiers d'avenir, des formations à ces ICC. Nous avons notamment des formations comme les CMQ de Versailles sur les métiers traditionnels, donc qui n'ont rien à voir avec le cinéma, le jeu vidéo ou que sais-je, ou le métavers, donc des choses très traditionnelles. Nous soutenons les Gobelins pour que justement ils puissent continuer l'attractivité et le développement de leur structure. J'insiste là-dessus pour souligner le fait que l'importance justement d'avoir des crédits qui soient dans un cadre interministériel. Et d'ailleurs, c'était la philosophie du rapport Rocard-Juppé auquel je refais référence, c'était de protéger ces crédits, les protéger de cette tyrannie du court terme. Donc avoir cette capacité à pouvoir travailler avec plusieurs ministères, en l'occurrence là, culture, éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur, pour élaborer des projets qui vont tous dans le même sens, me paraît un élément fondamental et je voulais quand même vous le ressouligner, ça me semblait important. Très bien, monsieur le secrétaire général. Monsieur le rapporteur Hugonet. Merci, monsieur le président. Merci, mesdames, messieurs, pour les réponses à ces questions et votre force de conviction et vos compétences techniques. Mais il y a quelque chose quand même qui, forcément, on ne se rejoint pas. L'essentiel étant de ne pas travailler en silo. Et on assiste là depuis une semaine, et ça il faut que vous le compreniez peut-être, et c'est difficilement perceptible de l'extérieur, mais à quelque chose d'extraordinaire au sens plein du terme. Nous recevions la semaine dernière en audition monsieur le ministre des Finances, qui venait nous expliquer, alors qu'on lui a démontré pendant l'examen du projet de loi de finances 2024 que la situation financière de notre pays est, on choisira l'adjectif, je vais en rester au dégradé, et fortement dégradé. Donc, ce qu'il faut, permettez-moi de vous le dire en tout respect de vos fonctions et de vos personnes, qu'il y a un contexte. Vous imaginez bien que ce rapport de la Cour des comptes, même si vous êtes assez critique vis-à-vis de la Cour des comptes, on a bien compris que du côté du gouvernement, il y a bien longtemps, et quels que soient les gouvernements d'ailleurs, qu'on n'écoute pas la Cour des comptes. Mais vous permettrez aux sénateurs membres de la Commission des finances du Sénat d'avoir pour la Cour des comptes non seulement du respect, mais de l'écoute. On a bien compris que personne ne l'écoutait et que ça pose problème. Mais le contexte dans lequel se trouve le pays
voilà, le tempo, c'est un sujet qui m'est cher. Avouez que c'est quand même compliqué pour ce que vous essayez de défendre quand on cède l'état des finances de la nation. Par ailleurs, je voudrais dire aussi une chose qu'on n'oublie pas, parce qu'on a l'impression que la culture, et je fais partie des fervents défenseurs de la culture, et il y en a y compris au sein de cette commission, mais il ne faudrait pas oublier que l'essentiel de la culture est financé par les territoires. Et je dis ça dans la chambre des territoires. Voilà. Et que si les territoires, que ce soit les communes, les communautés de communes, les départements ou les régions ne finançaient pas la culture, voilà, on pourrait en reparler. Donc ça, je voudrais dire ça en préambule. Et puis aussi dire quand même qu'au moment où l'État doit se concentrer sur ses pouvoirs régaliens et leur donner des moyens financiers, je n'ai rien contre le métavers, je n'ai rien, bien évidemment, contre le monde artistique, quel qu'il soit, mais vous avouerez quand même qu'on a quelques problèmes à lire tout ça. Alors, on a bien compris aussi, vous l'avez expliqué les uns et les autres, que, et Monsieur le Président de la Commission, Claude Raynal, l'a dit tout à l'heure dans une question, voilà, sans flagornerie, mais tout à fait précise, c'est qu'on comprend la stratégie du risque. On comprend parfaitement le risque. Et le milieu artistique et culturel est risqué, on le comprend. Mais, quand même, la stratégie définie, on a bien compris, et le risque. Le risque, c'est les banquiers. Et on sait bien que les banquiers sont frileux. Alors, je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais là, on peut dire que BPI France, notamment, n'est pas vraiment frileuse. Moi, je prends juste un exemple. Le taux de 35% dont on a parlé tout à l'heure sur voilà, le coefficient de risque, ça, on peut le comprendre tout à fait, mais sur le fonds géré par BPI France, sur la start-up des podcasts dans laquelle BPI a investi, on est passé en 2 ans d'une valorisation de 1,6 million à 179 000 euros. Là, ça commence à faire... vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus du risque. Là, on est totalement dans le vide intersidéral. Alors, le risque, je veux bien. Vous dites il y a un contrôle, et encore une fois, je respecte tout à fait votre... En ce qui me concerne, et c'est tout à fait personnel, non, le contrôle, excusez-moi, le contrôle n'est pas exercé au niveau où il devrait être exercé. La multiplication des comités, je ne vais pas les appeler, voilà, mais la multiplication des comités, c'est bien, mais plus on multiplie les comités, plus on rend difficile la lecture. Vous parliez tout à l'heure notamment du CSIA. Je note quand même qu'il ne se réunit plus depuis janvier 2024 et que le Premier ministre n'a même pas nommé encore les représentants au sein de ce CSIA. Donc tout ça ne trompe personne. Qu'il y ait une volonté de bien faire, je ne conteste pas. Mais au final, le résultat, ça ne trompe personne. Le contrôle n'est pas exercé au niveau où il devrait l'être. Sur l'urgence, en essayant de faire rapidement, Monsieur le Président, personne, vous avez, Monsieur Bonnel, dit ça au tout début, je suis certainement un des mieux placés pour en attester, personne ne conteste qu'au moment du Covid, le monde de la culture a été particulièrement bien traité parce qu'il y a eu les signaux d'alerte remontés très vite. Personne ne conteste ça. Nous sommes dans autre chose. Comment expliquer, encore une fois, le financement du foie gras de synthèse et c'est inexplicable, Monsieur Bonnel. Je comprends votre fougue et je la respecte et quelque part j'apprécie. Mais il y a des choses qui, dites par la Cour des comptes, c'est pas, ça tombe pas du... Vous voyez, ça c'est inexplicable et c'est inexcusable dans le contexte dans lequel se trouve notre pays. Voilà, je ne voudrais pas être bien plus long, mais quand même, quand vous dites tout à l'heure, et je vais retenir cette phrase, l'artiste va plus loin que l'innovation. Voilà. Je suis heureux qu'il y en ait un qui soit déjà à la Commission des finances du Sénat, et je pense qu'il faudrait peut-être plus d'artistes pour être innovants à ce moment-là à Bercy. Mais sincèrement, vous en avez un qui est un acteur, qui est le ministre des Finances, qui vient nous dire le contraire, 50 jours après, de ce qu'il a osé défendre pendant. Comprenez que dans ce contexte-là, on a un petit peu de mal quand même. Merci, monsieur le rapporteur. Non, monsieur Bonnet. Une phrase. Sans sortir. Non, je voudrais d'abord une phrase d'abord pour dire que j'ai le plus grand respect
pour la Cour des comptes. Non, mais c'est important. Et c'est pas quelque chose que je balaye du revers de la main. Je dis, quand il y a des choses qui sont inexactes, je les corrige, c'est tout. Bon, de toute façon, j'ai un devoir de réserve en tant que directeur d'administration centrale, donc je ne peux pas répondre sur un plan, j'allais dire, plus politique que mon cadre de travail. Mais c'est bien parce que nous sommes dans ce contexte-là qu'il faut faire des investissements d'avenir. C'est ça le message. Et si les investissements d'avenir ont perduré par-delà les gouvernements, depuis l'origine, depuis le PIA 1, s'ils ont perduré, c'est parce que la nation française a cette conscience-là et que le Parlement et les sénateurs ont été sages de dire il faut aller plus loin et se projeter. Parce que... Monsieur le secrétaire, oui. Vous avez dépassé votre phrase. Je ne veux pas vous couper de trop, mais croyez bien qu'il n'y a pas de sujet sur la question des investissements d'avenir. Non, mais c'était l'idée, est-ce que c'est le moment de freiner ou pas? C'était ça la question. Non, je ne crois pas. Les questions, non. Sur le contrôle, j'ai essayé de vous convaincre avec mon enthousiasme et ma fougue, comme vous dites, que pour le moment, c'est améliorable, et je prendrai en compte les remarques de la Cour. On va s'améliorer, mais qu'on est quand même sur un chemin qui n'est pas aussi, catastrophique que ce qui a été décrit dans ce rapport. En tout cas, je veux soutenir aussi mes troupes, je veux soutenir le travail que nous faisons avec le ministère de la Culture en disant ce sont des professionnels, gens qui font le mieux, et ils vont faire encore mieux grâce aux recommandations de la Cour. Donc rassurez-vous, je pense que le contrôle et la fougue ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Voilà. Non, mais nous le pensons également, ne vous en inquiétez pas, et il est tout à fait logique que vous fassiez, c'est d'ailleurs l'objet de cette audition, que vous fassiez vos réponses. Voilà, c'est un rapport qui, par nature, doit justifier d'une réponse. Et vous auriez fait une réponse qui dirait « Ah oui, je trouve le rapport de la Cour excellent », nous aurait peut-être un peu étonnés aussi. Donc, chacun est dans son rôle. La Cour de faire un certain nombre de remarques pour qu'elles soient un peu audibles, les pointer avec une certaine précision, et vous-même de faire vos réponses. C'est ce que vous avez fait, je vous rassure, de manière tout à fait riche et intéressante pour notre Assemblée. Donc, merci, monsieur le secrétaire général, merci, mesdames les directrices, de votre venue pour cette audition de réponse donc, au rapport de la Cour des comptes sur les industries culturelles et créatives. Merci beaucoup et bonne journée.